En principe, quand on parle de taxes aux États-Unis, c'est un sujet qui fait beaucoup peur. Mais en vérité, ce qui est intéressant, c'est que notre invité nous a clairement démystifié c'est quoi les taxes. Et dans cette interview, il est question pour nous, en fait, d'apprendre beaucoup de choses sur les taxes aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, comme je disais, en fait, en vérité, il y a une différence entre celui qui ne connaît pas et celui qui veut connaître. Et aujourd'hui, François va nous parler en fait des taxes de long en large et également de son parcours en tant que jeune immigrant aux États-Unis qui est venu non seulement pour les études, mais qui est également venu se chercher et s'est fait un chemin. En vérité, ce que tu vas apprendre dans cette interview est tellement enrichissant que tu ne vas pas voir le temps passer. C'est-à-dire que c'est un peu long, mais en vérité, tu ne vas pas voir le temps passer. Ce que je te demande simplement de faire, c'est que mets-toi à l'aise, prends un verre d'eau, prends de quoi noter, parce que clairement, François a dit beaucoup de choses qui vont peut-être même changer ton mindset en tant que jeune entrepreneur dans la diaspora. Salut François. Comment, Warren? Comment ça va? Ça va, et chez toi? Ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi de te faire une interview là où on va un peu parler de toi. C'est-à-dire, on va un peu parler de ton parcours aux États-Unis, de comment est-ce que tu as fait pour devenir expert comptable. Et on va parler après des impôts aux États-Unis. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser directement comme ça, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait? Merci, Warren. C'est une initiative allouée parce que ça permet de mettre en relation nous qui sommes de la diaspora africaine et qui sommes en Amérique avec ceux de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Yeah. D'entrée de jeu, je me nomme Kadio Nyambi Zima, mais les intimes m'appellent François. Voilà, je suis d'origine togolaise et je suis en Amérique depuis 2004, janvier 2004. Voilà. Attends, tu es quand même un doyen ici déjà. On peut le dire, sinon il y a plus âgé que moi ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, c'est-à-dire, François, tu grandis dans quel genre d'environnement en Afrique, notamment? Ok. En Afrique, moi, je suis issu d'une famille polygame. Mon papa est paysan, ma maman, même maman, je peux le dire, elles sont deux, elles sont ménagères. Et nous avons fait l'école. Pour aller à l'école, tu sais, pour un enfant de paysan, nous on allait à l'école, tout comme tu vois quelqu'un habillé d'une chemise rouge, c'est joli, tu t'habilles comme ça. Donc nous on allait à l'école pour aller à l'école. C'est quoi pour faire, on ne sait pas. Donc, quand on montait en âge, c'est-à-dire du CP1 au CM2, il faut dire que le CP1, bon, nous on est là pour s'amuser. Voilà, c'est l'occasion d'échapper la roue. Donc après, on étudie si on nous tape. Ah, ok. S'il n'y a pas fouet, tu n'as pas envie de... Donc pour éviter, spécialement moi, je parle de moi, donc il s'est avéré que au niveau du CE, notre maîtresse, elle exigeait que tu récites tout. Toutes les leçons, il n'y a pas une. Donc tu viens avec un tas de tiges de raffia là, à côté. Et c'est là, si tu échoues, elle puise dedans, elle te fouette, elle continue. Donc pour ne pas le faire, je récitais tout. Que ce soit morale, institution civique, sciences, whatever. Je pouvais réciter. Donc, mais ma tête était plongée dans les amusements. Aussitôt qu'on sort, j'organise mes amis, c'était la balade, on s'amuse. Il s'est fait que quand on a fini, on avait composé. Je n'avais pas eu la moyenne, j'étais proche de la moyenne. La maîtresse dit que non, celui-ci là, il doit aller au CE1, et au CM2 plutôt. Et sa voix s'est imposée au reste, parce que c'était elle qui m'enseignait. Donc je me suis retrouvé au CM2, non au C2 plutôt. C'est au C2 que tout a changé, parce que j'ai commencé à prendre la mesure de ce que je faisais. Et donc j'ai quitté mon amusement et suis rentré pas pour me vanter dans les 5 premiers. Et au CM1, j'étais le deuxième de ma classe. J'arrive
au CM2. Au lieu de continuer, je me suis laissé encore aller et j'ai redoublé le CM2. Mais l'année qui a suivi, quand je me suis revu dans le truc, c'est comme l'ambition, le projet était que tu portes le kaki, hein, puisque tu vois tes collègues qui ont réussi, et quand ils sont à la pause ou bien les mercredis, eux, ils ne vont pas à l'école, mais vous êtes à l'école, ou bien vous n'allez pas à l'école, vous les voyez en kaki. Et c'est en ce moment qu'il y avait le truc de signal et on appelait ça aussi jeune, hein, quand tu devrais monter aussi, tu réussissais le CPD, les gens qui sont au CG te malmenaient. Ils te voient, ils disent que tu es jeune, je sais pas, on te malmenait correctement. Donc on a fait, quand j'ai quitté le CM2, je peux dire que là, je ne faisais que progresser. Donc je n'ai plus redoublé au niveau du collège. Au niveau du collège, il n'y a pas de problème. C'est à niveau au lycée, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu le probatoire. Le probatoire, j'avais connu une petite déception. Je rentrais dans le jeu des amoureux. Donc, deuxième de ma classe, mais quand on était à la porte des examens, il restait un mois pour réviser et j'ai eu une petite déception. Donc, tu peux comprendre ce que ça donne. Ça peut perturber. J'ai perdu le sens. Non, je ne le souhaite pas aux jeunes. Il faut même à personne, c'est pas quand même bien. Et j'ai redoublé. Après ça, bon, quand je me suis retrouvé à l'université, j'ai fait la gestion. Je suis sorti de l'université de Lomé avec une maîtrise en gestion. En 99, et j'ai commencé le premier boulot au sein d'une organisation à but non lucratif. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, c'est que, c'est-à-dire, bien évidemment, quand tu nous parles de ton parcours, on réalise que tu étais quelqu'un tu étais quand même doué à l'école, bien que tout ce qui va avec, au début, tu ne voulais pas d'abord étudier parce que tu ne voyais pas trop l'importance, mais après, tu as pris conscience de ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu décides de te lancer, c'est-à-dire après ton parcours, avec tout ce que tu nous as raconté au début, mais à la base, qu'est-ce qui te pousse quelque part à te lancer dans les études de gestion en fait? Parce que clairement, tu aurais pu faire autre chose. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans la gestion en fait? Évidemment, c'est une question très bien posée. Parce que quand nous étions en 6e, on a reçu un conseil d'orientation, qui est venu et qui avait parlé d'ingénieur agronome. Et que le titre m'avait vraiment impressionné. Je dis, ah là, si moi je vais à l'université, je vais sortir un ingénieur agronome. Alors, quand je vais faire le bac, moi j'ai eu le bac, c'était quoi la suite? Je savais que mon grand frère était en train de faire le droit parce qu'il a fait la série A. Et moi j'ai fait la série D. Donc, et il y avait la médecine où un de mes autres frères aussi était déjà en train d'évoluer. Donc, vraiment, à part ça, il n'y avait que l'agronomie, je savais. Je n'avais même aucune idée de ce qu'on appelle comptable. Donc, la G2. Je me rappelle très bien. Quand j'ai eu le bac, j'étais à Sokodé à la pause quand les étudiants ont repris. Et les lycéens ont repris. Les lycéens de l'école technique, ceux qui font la G2, ils étaient là. Ils faisaient le débit, crédit. Donc, le calcul débit égale crédit. Je dis, mais c'est quel type de mathématiques qui moi, me mystifie de cette façon. Mais du haut de mon bac, je ne voulais pas poser la question, c'est quoi? Je devrais apparaître comme ridicule devant tous ceux qui me respectaient comme un futur étudiant. Donc, au moment où je suis rentré à Lomé pour remplir, même envoyer mes dossiers, il y avait un collègue. Lui, son papa est aussi conseiller d'orientation et c'est lui qui me parlait, il dit non François, si tu vas faire ingénierie là, l'ingénieur agronome, tu n'auras même pas le temps pour te reposer. Donc si tu veux, il faut faire la FASEG. Il dit mais la FASEG c'est quoi? Il dit c'est la faculté de gestion, des sciences de gestion et de l'économie. J'ai dit ah. Et ils font quoi? Il me dit que c'est eux qui sont comptables. Je dis comptable c'est quoi? Et il me dit qu'un comptable, c'est celui qui garde l'argent d'une société, c'est lui qui s'occupe des finances de la société. Ah, là aussi, le titre m'a intéressé. Et donc, j'ai rempli les formulaires pour faire la FASEG. Je vais à Lomé, je voulais changer pour retourner
à chose quand mon grand frère, qui était déjà à l'époque, à l'ENA, en train de faire la magistrature, il me dit non, François, il faut aller directement à la FASEC parce que si tu vas à l'INSI, ça demande beaucoup de ressources pour faire les photocopies et tout ça là. Tu n'auras vraiment pas le temps, tu es toujours au campus. Or, moi non plus, je n'ai pas encore les assises pour pouvoir te venir financièrement en aide. Ouais. Donc, voilà comment je me suis retrouvé en FASEC. Et quand j'ai commencé, donc, le premier cours qu'on nous faisait, c'est la comptabilité générale. Et donc, l'explication était tellement si amusante que tout de suite, je me suis accroché à la comptabilité. Parce que je retrouvais une solution à l'équation que j'avais de ce côté. Débit égale crédit. Donc, j'étais tout oui pour comprendre de quoi il s'agissait. Et quand j'ai compris l'essence de la chose, j'ai vu que, au fait, nous sommes vraiment fatigués en G et en D, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une logique que quand tu la comprends, tu peux l'appliquer partout. Voilà comment je me suis retrouvé là-dedans et j'ai fait pour sortir en gestion au lieu de l'économie. Ah, ok, d'accord. Maintenant, bien évidemment, quand tu te lances en économie comme ça, enfin en gestion, après tu commences, c'est-à-dire après l'université, tu prends ton premier emploi, tu commences à prendre un peu l'expérience, mais à quel moment est-ce que, puisque tu commences à travailler au pays, à quel moment est-ce que se fait la transition et que tu vis aux États-Unis en fait? C'est à quelle fréquence que ça se passe en fait? Bon, j'ai fini en 99. Donc en 99, j'ai aussi connu les affres du chômage, du moins 99 à 2000, 2001. Il n'y avait pas... 89, j'ai fini l'année. 2000, milieu de 2000, c'est là que j'ai été sollicité par le directeur de l'ONG. Et c'est là que j'avais commis la plus grande de mes erreurs d'innocence. Oui, les erreurs d'un jeune qui sort d'une école théorique. C'est en fait pour ça que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut reformer le système éducatif de nos pays. J'avais le diplôme de gestion, aucune expérience de la chose, et il fallait auditer quelqu'un qui gérait la caisse. En ce moment, l'expression auditer n'existait pas dans la gestion, même si elle était là, elle était réservée à certains. Donc nous, on a fait jusqu'à faire chose, on n'a pas une idée, on n'a pas suivi aucun cours d'audit. Donc il faut contrôler ce que le gars a fait. Alors, l'une des choses, normalement aujourd'hui, ce que je reconnais, que c'était la plus grave des erreurs. Tu veux contrôler quelqu'un, mais il n'est pas là pour se défendre. Donc c'est un contrôle à charge. C'est ce que justement nous avions fait. Donc on avait mis le gars en prison et nous, il fallait auditer sa gestion des choses. Alors je finis d'auditer sa gestion des choses et on m'offre le boulot pour remplacer le gars. Je le remplace. Donc comme j'ai eu la chance de voir qu'il y avait certaines choses que lui ne faisait pas, mais n'avait pas mon niveau également. Donc ça fait qu'il a été victime du béni oui-oui. Il faisait tout pour faire honneur à son patron. Mais quand la barque a chaviré, le patron, comme il est fort, il a nagé, laissé son subordonné. Donc, quand j'ai commencé, c'est là que je vois que c'était un boss qui est un peu pernicieux. Comment? Le premier contact que nous avions eu, on a financé l'ONG pour laquelle je travaillais. C'était un 4,5 millions. Dans le temps, c'est comme ça, beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Donc, le programme que nous avons envoyé pour être financé devrait être exécuté dans mon entendement. Voilà, le matin, mon supérieur arrive, il me dit que bon, il a un titan qui est garé, parce que c'est gâté, donc il voudrait qu'on prenne l'argent là, arranger le titan, et le titan va travailler, faire entrer l'argent, on va exécuter le projet. J'ai dit, bon, si tu veux ma pensée, je ne pense pas que c'est une bonne décision. Parce que si nous mettons l'argent et le titan prend le premier voyage, il n'est pas... Le titan, c'est quoi pour les gens qui vont... Le troc. Le troc, ok. Le titan... Un camion, voilà. Un camion, là, les gros transporteurs. Là. Donc, si au premier voyage, il tombe en panne, on dit quoi au bailleur de fonds? C'est ça. Donc, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Mon supérieur, ça ne l'a pas plu, mais il a dissimulé. Après, il revient un jour, il sort de sa poche 500 000 pour me donner.
Moi, je suis comptable et j'ai exigé qu'il y ait caissière. Donc, il y avait une caissière. Au lieu d'aller à la caisse, il vient me donner l'argent là. Ouais. J'ai dit, je ne prends pas. Je ne prends pas ou je prends contre des charges. Il dit, non, il faut prendre après. Je dis, non, 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 non. Si vous n'avez pas le temps pour une décharge, vous pouvez aller avec l'argent. Quand vous aurez le temps, moi j'écris, je reconnais avoir reçu de vos mains 500 000. Cela servira de preuve. Parce qu'il y avait eu ce genre de dispute. L'autre qui est incarcéré dit que mais tu es venu me donner 400 000, il dit c'est 4 millions. Tu m'as donné 150 000, il dit que c'est 1 500 000. Oh là là. Voilà. Donc comme lui est supérieur, donc on ne s'est pas entendu là-bas également. Et finalement, on avait une radio qui était sous la gestion de notre ONG. La radio tombe en panne. D'abord, mystérieusement, on fait la demande au bailleur, c'était Plan Togo, qui veut nous financer pour réparer la radio à 1 500 000 et qu'on fait venir un technicien qui fait un budget franc au franc. 1 million. Donc, on me donne, à ma qualité de comptable, de voir, je vois les transformateurs qu'on vend. À l'époque, à 45 000, c'était 400 000. Oh. Comme je suis avec mon frère, je vois les choses, je dis, mais oh. Le gars était là, je dis, bon, il peut sortir, nous donner la chance, nous. Je ne savais pas qu'il y avait des taux. Donc, c'était déjà fait pour dilapider les 1 500 000. Mais moi, j'étais dans le bleu. Moi, je travaillais pour le fond. Et il dit, bon, à mon humble avis, ce devis-là, c'est pas parce qu'on nous finance 1 500 000 qu'il faut le dépenser aussi dans la rubrique. C'est ça. Si nous réalisons des économies, nous mettons notre partenaire en assurance que nous pouvons demander 1000, mais nous allons faire les économies. Ce qui nous permettra d'avoir plus une bonne oreille. Donc, soit on essaie de chercher le prix et lui va faire la partie main-d'œuvre. Et on s'est séparés. À la minute, mon chef m'appelle. Et c'était, oui, si le technicien s'est fâché, que c'est toi qui l'empêche de faire le travail, s'il part, c'est toi qui vas le ramener, tu vas le payer. J'ai constaté que on n'était pas dans une équipe. La chose qui suit, il demande d'envoyer le cahier de journal. Or, le cahier de journal, selon la science comptable, c'est un cahier qui ne doit comporter ni rature, ni, comment appelle-t-on, tâche, quoi. Ouais. Il prend le document, le journal comptable, ne comprenant pas ce qu'il y a derrière débit et crédit, il va avoir achat de fourniture. Hein. Ok, on va mettre, disons, 2500. Il va au crédit caisse, 2500. Le monsieur enseignait, je crois, une langue locale. Donc, il prend son bic rouge, il coche comme s'il corrigeait une feuille de devoir. My God. On me ramène le cahier tout rouge et j'ai dit maintenant, le jour-là j'ai déposé ma démission. J'ai dit que non, moi je viens de commencer la profession, un comptable. Et pour combien il faut que je me compromette? Et c'est là que j'ai quitté là-bas pour aller travailler chez quelqu'un qui est dans le domaine de la distribution. Et là c'était du lourd. Le chiffre d'affaires tournait autour de 4 milliards, mais tu ne pouvais jamais savoir. Wow. Je te jure. Et c'est là que j'ai vu l'argent. Je ne peux plus être intimidé par l'argent. Et donc, lui, il n'avait pas le bac, mais il avait la maîtrise commerciale. Et c'est chez lui que j'ai fait le plus mon apprentissage. Je crois que c'est lui-même qui m'a le plus parlé d'être sur soi, installé à soi, quoi, être indépendant. Compte, oui, Donc, on a travaillé jusqu'à ce que... Mais j'avais toujours en idée que moi, s'il faut quitter le pays, je viendrai en Amérique. Et quand c'est venu, mon frère, j'étais au bureau, et mon frère est venu me dire, bon, si ça va mieux, si Dieu veut bien, ton rêve va se réaliser. J'étais fait une demande d'études en Amérique, dans une école qui s'appelle Bellevue. C'est un gars qui est venu... Comme lui était juge, bon, quelqu'un est revenu d'Amérique et lui disait que non, actuellement, on prend vraiment les gens qui veulent faire ça. Il dit, est-ce que tu peux inscrire mon petit frère? Il m'a inscrit. On m'a inscrit où? En Haïti.
IT. Voilà, parce que IT était plus en demande. Donc, je pouvais avoir le visa sous la rubrique IT. Il fallait justifier à l'ambassade comment je veux partir de la comptabilité à l'information technologique. Et donc, lors de l'entretien, c'était une question qu'on voulait me piéger. Je dis, quand le représentant du consulat m'a posé la question là, je lui ai dit, mais monsieur, vous faites comme si vous ignorez l'évolution des choses. Un comptable, ne pas savoir, ne pas avoir une connaissance informatique. On n'a pas dit l'informatique exclut les comptables. D'ailleurs, même c'est fait pour faciliter la gestion. Et donc, moi je trouve que avoir cette connaissance en appui à ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que mon patron pourra se défaire de moi. Et là, séance, il me dit, bon, il faut partir. Il ne me remet pas mon passeport. Donc, novice, je croyais que, bon, mais je comprends. J'avais voulu demander mon passeport, mais je me suis tué, je me suis levé. Quand je sors, les gens me disent, mais on va te donner le visa, ça. Quand on ne te retrouve pas ton passeport sur champ, on va te mettre le visa. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là, j'ai eu le visa, c'était fin novembre 2023. Et je suis retourné faire le 1 mois là, de travail pour mon patron. Quand je lui ai annoncé que je voyageais pour l'Amérique, le gars dit, what? Que lui est mort. Et je suis parti. Celui qui m'a remplacé le premier mois, parce qu'on faisait le billetage, c'est-à-dire on te donne l'argent, tu paies main à main aux employés. Moi, j'étais le seul maîtrisard, le comptable. C'était 30 000 que je gagnais. Les gens qui chargeaient les camions étaient à 28 750. Ceux qui faisaient la facturation, 35 000. Mais ce qui était bon, mon patron avait une attention particulière parce que il pouvait me faire des dons qui dépassaient 3 fois, 4 fois ce que je gagnais comme salaire. C'était en 2003, hein? 2001, fin 2001, 2002. Fin 2003 que j'ai arrêté de travailler. Donc je suis arrivé ici le 6 janvier 2004. Ok, d'accord. Alors, quand tu viens comme ça, c'est-à-dire, comment se passe ton arrivée aux États-Unis? C'est-à-dire, tes premiers pas aux États-Unis quand tu arrives, comment ça se passe? Le choc, parce qu'il y a quand même un choc culturel qui se passe. Mais comment est-ce que tu gères ça? Tu vois, quand moi j'ai eu le visa, je n'ai aucune personne que je connaissais ici. Donc, moi je savais que je venais en Amérique. C'était ça. Mais qui va t'accueillir? En bon africain, je pensais que comment appelle-t-on, l'accueil africain, la chaleur africaine que nous avons là-bas, c'est la même chose. L'individualisme américain ne faisait pas partie de mon monde. Donc, je ne me suis jamais senti en danger où je pouvais venir me retrouver même à la rue. Donc, quand ça s'approchait, on m'a parlé de quelqu'un qui me dit, lui là, son frère peut me permettre, peut venir m'accueillir à l'aéroport, tout ça là. Voilà. Je te dis que il y a des gestes que nous posons que nous-mêmes on peut ne pas bénéficier. Mais nos progénitures ou bien les membres de nos familles vont bénéficier. Bien sûr. Pourquoi je le dis? Quand nous étions au village, les gens venaient pour demander métayage, quelque chose comme ça. Ils peuvent venir chez Alpha, mais ils finiront par vivre chez nous. J'ai vu mon papa engueuler nos mamans s'ils ne servaient pas en quantité suffisante à ces gens-là. Donc, ils avaient un certain accueil qui les laissait. Les gens, quelqu'un même, lui, était devenu notre frère, qu'on ne connaissait pas. Donc, quand j'ai quitté, le gars m'a bouffé 20 000. Il prend l'argent qu'il va appeler et il va mettre le crédit à appeler son frère. Rien ne vient. Je me suis embarqué dans l'avion là, sans savoir qui allait m'accueillir. Et cela ne m'a jamais tardé à l'idée que c'était dangereux. Donc, heureusement aussi, tous les Togolais qui étaient ici, qui faisaient du mal, selon ce que les gens disent. Je n'ai pas été victime. D'autres disent qu'ils sont venus avec leurs sous, certains les ont dévalisés, tout ça là. Bon, tout cela me l'a proposé, ils ont refusé de me recevoir. Et je venais avec de l'argent. J'avais au moins 7 000 $ avec moi. Parce qu'il fallait payer l'école et faire choses. Donc, quand j'arrive, j'ai fait une escale. J'arrive à Ohio. D'abord, je ne trouve pas mes valises. L'une de mes valises était perdue. Donc, quelqu'un qui est habitué au taxi brousse où tu descends, tu prends ton colis, tu pars. Comment je vais faire? Je ne sais pas. On m'a donné
je m'adresse aux gens pour leur dire, aux gens qui traitent les bagages là, pour leur dire que oui, je ne retrouve pas mon bagage. Je parle mon anglais. Après, dans un pays francophone, il me dit, what did you mean? What do you say? Please come again. My God. Say it again. Donc finalement, je lui fais le geste d'écrire. Il me donne le papier, j'écris là-dessus. I can't find my luggage. Là, il s'étonne. Comment quelqu'un peut écrire comme ça et ne pas prononcer ces mots? Donc, il prend mes choses et fait les réclamations. Donc, dans mes billets, là, su que ma destination était Omaha. Et là, je fais la réclamation pour que ça vienne à Omaha. Maintenant, il fallait aller prendre le second vol de Ohio pour arriver à Cincinnati, Ohio, pour arriver à Omaha. Le gars, comment on peut le dire? Je monte, je retourne, puisque il fallait aller à un gate. Même comment lire le truc, c'était pas facile. Le gate, là, quand tu ne comprends pas ça, c'est pas facile. Hein. Finalement, je suis retourné le voir et le gars a laissé tout ce qu'il faisait. Il m'a pris pour amener au gate. Arrivé, l'avion était parti. Oh my God! Et il dit, bon, le prochain vol, mettez celui-ci dedans. C'est un étudiant. Mais il faut le dire, on peut tout dire des Américains. Au moins ce caractère d'assister quelqu'un. Le sens d'orientation. Ils l'ont. Il peut tout laisser pour t'aider. À l'opposé de la France où on te regarde du haut vers le bas. Hein. On te regarde du haut vers le bas. Moi, personnellement, quand les gens s'affolent pour aller en France, moi, ça me choque. J'ai été là-bas. L'accueil n'est pas celui-là qui est l'accueil qui invite les gens à revenir. Moi, c'est mon expérience. J'ai rien contre la France, mais je n'ai pas trouvé ça très bien. J'ai plutôt trouvé que c'est pas bien. Donc, je suis arrivé finalement en retard. Donc, on avait envoyé un étudiant pour venir me chercher. Il est venu me chercher, il ne m'a pas trouvé. J'arrive, heureusement, j'avais le numéro du conseil d'orientation. Il s'appelle M. Bobs, quelque chose comme ça. Et quand je suis sorti, tout le monde a pris sa bagage, les gens... Moi, je savais quoi faire. J'ai pris le truc là. Je suis allé, il y a la police. Tu vois la police. Je suis allé leur donner. Le policier a pris le numéro. Il a vu le nom du conseil. Donc, comme les étudiants venaient, il a appelé. Le gars a décroché. Et il a envoyé un Népalais pour venir me chercher. Pour moi, le Népalais, c'était le conseil d'orientation. Il est venu fatigué. 2 jours de voyage. Oui, puisqu'il fallait venir dormir, rester en France comme mendiant, et quand ça les plaît, ils t'envoient ici. Tu vois? Donc 6 heures jusqu'à Paris, de Paris jusqu'ici, c'était 8 heures, et de là jusqu'à arriver ici, donc de la nuit, à la deuxième nuit. Donc j'étais là, je ne sais pas, on m'amène où? Pour moi, le conseil d'orientation m'amène chez lui. Un bon Africain, tout le monde est gentil, nous on ouvre nos portes. On évolue, après on vient s'immobiliser vers l'appartement Lloyd, l'appartement qui est en face de Bellevue là. Et là, je prends mes colis, le gars m'aide, on s'en va, on descend, il cogne à la porte. Quand il a cogné à la porte, quelqu'un est sorti, c'était Joe Maembe. Joe Maembe, c'est un gars qui est du Zaïre. Je ne le connais pas, il ne m'a jamais vu, je ne savais même pas. Et on lui dit que bon, on lui demande de me prendre pour 2 jours. Il était au téléphone, il discutait avec le conseil d'orientation. Il refusait de recevoir la personne. Oh, il refusait? Il refusait. Ils n'ont pas raccroché. Mais moi, on m'a amené quand j'étais encore au téléphone. Donc si le conseil d'orientation finissait, il allait appeler l'autre pour dire bon, ne l'amène pas là-bas. Je vois. Quand il ouvre la porte, il me voit là et c'est là qu'il change son avis. Moi, c'est lui qui me l'a redit après. Il dit bon, il va le prendre pour cette nuit-là, pas plus que cette nuit. Moi, je suis rentré, Yo m'a donné l'eau, je me suis douché, il m'a servi le riz. Et en ce moment, il avait aussi un problème de chauffage dans son appartement. Donc, d'abord venant d'Afrique, je n'ai pas les habits appropriés. Je n'ai pas encore vu le snow, la neige là. C'était tôt. Donc, quand j'ai fini de me doucher, il fallait me coucher. Tout ce qu'on me donne, c'est comme si je ne portais rien. Et quand je tremblotais là, il dit non, d'aller me coucher dans son lit. Tu comprends?
d'aller me coucher dans son lit. Lui, il va dormir sur le canapé. Wow. Je suis allé me coucher et j'ai fait 1 mois sur son lit. Alors que tu étais venu pour une nuit. Oui. Quand j'ai fait 1 mois là-bas, c'est lui qui m'a amené, j'ai ouvert le compte à Wells Fargo, voir l'école, tout ça là. Après 1 mois, il dit, bon, si je pouvais être, comme il a vu que j'avais l'argent aussi, si je pouvais être son roommate. Et c'est là que je lui ai dit, bon, Dieu donné, je ne vais pas le faire. Tu sais pourquoi je ne vais pas le faire? Ce n'est pas pour l'ingratitude. Je voudrais seulement te garder à ma famille, se transformer en homme de famille. Parce que si je reste avec toi, pour $1 seul, je reste obligé, tout ce que tu as fait, tu m'as fait de bien. Et je ne veux pas m'offrir cette chance de te dire quelque chose autre que une certaine gratitude perpétuelle. Donc je ne veux pas salir ça. Laisse-moi aller quelque part. Si je fais mes bêtises là-bas, on me renvoie, au moins je peux dire que je vais voir mon frère, mon tuteur. Il avait failli ne pas être content, mais finalement, peut-être comme c'est l'intervention divine, lui aussi l'a compris. Et c'est lui qui m'a trouvé un appartement dessus. Je suis allé là-bas avec les frères, j'ai rencontré les cousins, tout ça là. Bon, voilà comment on s'est entendu. Mais avant que ça ne fasse 1 semaine là, on m'avait amené montrer les appartements de l'école. Et là, quand je suis rentré, on dit vous allez être 4. J'ai dit 4 où? Quand j'ai dit au gars que mais ça là, ce n'est même pas plus large que ma douche au Togo. My God. Et le gars qui m'a amené, il s'est dit, ah, le gars là doit être riche. Donc lui ne mérite pas être ici. Donc je peux louer avec quelqu'un. C'est ce qui m'a ramené chez Joe et Dieu donné, je suis resté là-bas jusqu'à... C'était pas facile. Tu vas au cours, English as a second language, comme on l'appelle ESL. Le professeur arrive, leur accent, tu ne peux pas. Tu n'entends que le bruit qui passe. Je me suis dit, ben, pourquoi moi, je vais laisser mon boulot, ma femme, mon enfant, venir souffrir comme ça? Est-ce que c'est pas la peine de repartir? Parce que là, à l'époque, tu étais marié aussi, tu étais marié. Oui. Mon premier fils était déjà né. Donc, ma femme et mon enfant étaient au pays. Mais pourquoi? Je ne comprends rien. Quand est-ce que nous on va comprendre ça, faire chose? Donc, notre première rencontre, il fallait faire l'entretien avec le conseil d'orientation qui est chargé de faire le placement dans le niveau de l'anglais que tu comprends. Et donc, il y avait un conflit d'intérêts. Parce que plus tu passes le temps à faire ISL, mieux Bellevue Université aussi va gagner. Oui, il gagne l'argent sur toi, bien évidemment. Donc, lors de mon entretien, il me dit, bon, qu'est-ce qui m'amène ici? Je dis, je suis venu faire le doctorat. Et donc, il dit, doctorat? Je dis, oui. J'ai déjà un diplôme? Je dis, oui. Moi, j'ai une maîtrise déjà. Je travaille. Il dit, ah là, c'est autre chose. Et il m'a placé au dernier niveau. Mais il m'a dit que, bon, à son humble avis, ce serait mieux de refaire du moins certains cours du niveau master. Pour mieux m'aguerrir avant d'aller, parce qu'on écrit beaucoup au niveau du PhD. Et j'ai dit là, je peux le faire. Et j'ai commencé. Quand j'ai commencé là-bas, certaines de mes notes étaient bien. Mais pour parler, la plupart même des Africains qui étaient là-bas, on dominait. On dominait la classe en notes. Mais quand on pose la question, on ne pouvait pas, parce qu'il y avait aussi les Espagnols qui étaient nos camarades de classe. Mais à la fin, il faut passer le TOEFL. J'ai passé le TOEFL, j'ai réussi, et il faut commencer les cours. Et j'ai commencé les cours de MBA, je les ai finis de 2005 en janvier 2007. Je faisais ma cérémonie de graduation que nous faisons en marche. La fameuse marche. La fameuse marche dans les robes noires là. Donc, on a fait ça et c'est fini. Quand c'est fini, bon, il fallait trouver le boulot. Puisque quand je faisais ça, je ne faisais pas les boulots qui étaient dans le domaine dans lequel tu étais. Donc, le premier boulot, on m'a offert un entretien à Pennsylvania. J'étais allé, non, Pittsburgh. J'étais allé là-bas, mais ça n'a pas été concluant parce qu'ils ne reconnaissaient pas
Bellevue University. Oh, ok. Ouais, bon. Je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai trouvé un boulot comme chargé de la programmation dans une entreprise de traitement des bœufs. Donc, le chargé de la programmation, qu'est-ce que je devrais faire? Ils avaient, tu vois, quand tu vas à Burger King, tu vas au marché, tu vois la vente des morceaux de viande, selon que c'est 1 cm, 2 cm, il y a un nom, et ils sont exigeants là-dessus. Donc, il fallait, qu'est-ce que mon boulot fait? Il faut faire la proposition des quantités des différentes coupures du bœuf vivant. Donc, il faut estimer le poids de la viande qu'on va retirer de ce bœuf et faire une proposition de production qui tienne compte des réalités du marché, c'est-à-dire la demande. Donc, la demande de l'année antérieure et les indices des prix, tout ça là. Et donc, j'arrive là-bas parce que la raison pour laquelle on m'avait donné le boulot, c'était ma méthode d'Excel. Donc, j'arrive là-bas, il y a une femme qui n'a que un niveau, chose comme high school, qui fait 21 ans. Elle a fait 21 ans dans la boîte. Dans la boîte. Et elle refuse de me former. Donc, je suis là comme ça, débrouille-toi. Un jour, après 2 semaines, je m'en vais voir le patron, je lui dis, bon, je voudrais savoir, vous voulez quelqu'un qui va réussir ou bien vous avez juste besoin de quelqu'un qui va venir s'asseoir? Il me dit, mais pourquoi je lui pose la question? Il dit, mais vous prenez quelqu'un. Mais si je ne vous ai pas dit que je suis bon en maîtrise des produits de votre entreprise. Je vous ai dit que, je me rappelle, vous étiez présent lorsqu'on a fait l'entretien. Je vous disais que je suis capable de produire les spreadsheets là qui vont me permettre de faciliter le travail. C'est sur ça que je me suis prononcé. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'au moins, on me tienne la main pour dire, bon, voilà ce produit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il me donne un samedi de 100 ans. Et je suis venu, là, il sort le livre où tu vois tout, la logique derrière. Et comment ma projection, les éléments que je devrais intégrer dans ma projection. Donc, c'est là que j'ai pu maîtriser les différents noms de produits et j'ai réalisé une équation de régression linéaire sur la base des informations antérieures. Donc, je calculais les quotients des différentes variables. Et à partir de ce moment, quand je viens le matin, je ne viens plus tôt. Je viens autour de 5 heures. Et à 6 heures, bon, j'ai déjà fini parce que quand je mets les différentes variétés des bœufs étaient représentées par les variables X, Y, Z. Et bon, ça me donne les quantités. Et j'étais de plus en plus proche de la projection. C'est-à-dire, la quantité de viande que je prédisais était plus proche de ce qu'on sortait aussi des usines de traitement de la viande. Excellent. Mais l'environnement n'était toujours pas bien. Et j'ai vu que, bon, je ne suis pas accepté dans le milieu là. Donc j'avais été pris là-bas pour exhiber comme, ok, nous aussi on a un recruteur noir parmi nous. Je vois. Et je me suis décidé, je dis, bon, je vais aller faire mon doctorat comme je voulais. Je me suis même inscrit à UNO et j'allais préparer l'examen de placement. J'ai commencé à Bellevue, je rencontre un ami du Ghana. On a fait la comptabilité non gouvernementale ensemble. Et lui me dit, non, François, tu n'as pas besoin de te tuer comme ça. Toi, tu as la capacité de faire le CPA. Faire le CPA, c'est fini. Et c'est quoi le CPA? C'est l'expertise comptable. Certified Public Accountant, c'est ce qu'on appelle CPA. Certified Public Accountant, l'équivalent d'expert comptable diplômé dans nos contrées. Donc là, j'ai réfléchi, j'ai dit, il peut avoir raison. Là, j'ai mis de côté. Je suis allé acheter les documents parce que l'expertise comptable, c'est pas, ici, c'est pas comme tu vas à l'école pour devenir. Donc, tu vas à l'école, tu fais des sujets qui rentrent dedans, qui te qualifient. Il faut être qualifié pour passer l'examen. Ok, d'accord. Donc, il faut 150 crédits. Donc, des 150 crédits, 120 doivent relever des cours
de connaissances générales. Ouais. Et maintenant, les 30 doivent être répartis, à savoir l'audit, et la comptabilité générale, la comptabilité approfondie, et la comptabilité des entreprises, la taxation, le droit. Ok. Et donc, quand tu fais ça, maintenant, ça part de ce moment que tu demandes la qualification. Tu envoies tes dossiers. Okay. Donc, et le CPI est organisé ici par juridiction. Donc, la juridiction de l'État de Nebraska est indépendante de celle de Iowa. Okay. Quand bien même qu'il y a un bord qui coiffe tout, mais toute juridiction est indépendante. Et donc, quand il te renvoie et ton éligibilité, ce que tu es éligible pour faire ça là, à partir de ce moment-là, tu commences à te préparer. Et quand tu finis, ça fait 4 examens. Quand je suis venu, c'est les examens les plus coriaces que j'ai pu rencontrer en Amérique. Ça. Mais avec la grâce de Dieu, je les ai passés un à un. En 9 mois, j'avais fini. Wow. Je n'ai pas repris un seul examen. Mais là, c'est bon, ça c'est bon. Ça veut dire que comme ton ami là disait, tu avais déjà l'expérience aguerrie. Donc, effectivement, il t'a très bien conseillé. Maintenant, quand mais bien évidemment, après tes études, on va récapituler rapidement, après tes études, tu commences à rentrer dans le monde du travail et après, à un moment donné, tu sens que le monde du travail ne se passe pas comme prévu pour toi et tu décides clairement de te lancer directement dans l'expertise comptable. Mais non, après ça, comment, c'est-à-dire que pourquoi il est important pour toi de te mettre à ton propre compte en qualité d'entrepreneur? Parce que en qualité d'expert comptable, il y a plusieurs boîtes qui recrutent en fait. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de te dire que non, moi je veux me mettre à mon propre compte dans la comptabilité? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclic en fait? Bon, il faut dire que, comme j'avais déjà parlé de l'expérience que j'ai eue avec mon ancien patron au pays, quand je suis arrivé, mon parcours a été toujours jalonné de personnes qui m'ont poussé vers là où il fallait aller. Okay. Mon premier boulot, je rencontre un Gabonais. Il s'appelle Jude. Et donc, il me posait la question, qu'est-ce que je faisais au pays? J'ai dit, moi j'étais comptable. Et Jude me dit, ah bon, c'est les gens comme vous qui faites les taxes. Il dit, les taxes c'est quoi? Donc, et il m'a expliqué que ici, à la fin de l'année, chacun doit faire les déclarations fiscales et ceux qui n'ont pas beaucoup payé. Et j'ai gardé ça derrière la tête. Yes. En novembre de l'année là, 2024, et 2004 plutôt, j'ai vu un spot publicitaire passer. C'était H&R Block qui organisait les cours pour former les gens à être tax preparer. Okay. Et je me suis inscrit avec $90. À la sortie de ce cours, ma directrice dit, la professeure dit non, je dois travailler pour H&R Block. Elles m'ont formé pour travailler. Je ne pouvais pas parler de choses. Mais quand on faisait les devoirs, j'étais toujours le premier. Donc elle a dit que je dois travailler. Et c'est là que j'ai fait mes premières expériences. Donc j'étais là-bas, un frère togolais Sosten est venu me voir là-bas, il dit, mais toi tu sais faire les taxes, tu cherches quoi, tu ne peux pas faire pour toi. Donc moi, à mon humble avis, je n'avais pas pensé que je pouvais m'installer. Je m'étais dit que si je m'installais sur mon propre compte, personne ne me ferait confiance. Et donc, je me suis installé progressivement. Après, quand tu es là-bas, tu ne peux pas faire à la maison. Donc, mais le paiement, c'est pas ça. La saison s'est bien passée. Les gens venaient, les gens avec qui je travaillais venaient me voir expliquer la fiscalité. Eux qui sont nés ici, les gens se posent la question, mais comment ça se passe que cet Africain-là, c'est quoi, de quoi il s'agit? Nous sommes ici, on ne comprend pas, mais lui nous explique, alors qu'il n'a même pas un bon accent, il ne comprend même pas bien l'anglais. Il ne parle même pas bien l'anglais. Donc, à partir de la 3e année, ce qui veut dire 2006-2007, j'ai commencé à faire ça à la maison. Ok, d'accord. Et alors, je ne le faisais pas pour devenir chose, mais quand j'ai fait l'expertise comptable, donc il faut faire quelques formations, et quand ces formations finissent, mais depuis 2006 là, je travaillais. Donc quand j'ai fini, j'ai fait les formations pour valider le truc. Et bon, maintenant, au lieu d'aller chercher un boulot, puisque j'ai déjà vu ce que je peux gagner en 3 mois. Ce que moi je peux gagner en 3 mois. Et
pouvoir être avec ma famille, mes enfants. Ouais. Ouais, comme on dit, tu achètes maintenant ton temps, quoi. Ouais. Oui. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je peux, quand je file les taxes, comme ça, je peux aller en Afrique faire 6 mois. Ah oui. Yeah. Et comme j'ai ouvert le cabinet au Togo maintenant, sinon, comment tu peux le faire si tu, Ouais, tu dois répondre toujours- de quelqu'un? Ouais, ouais, exactement. Tu vois. Wow, exact. Donc, c'est ça. Yeah. Alors, maintenant, la partie que je veux maintenant qu'on parle dans cette interview, c'est, je veux un peu qu'on parle un peu des impôts aux États-Unis. Voilà. Parce que, en vérité... La bête noire. Oui, oui, parce que en vérité, c'est-à-dire que la première... Déjà, c'est quoi payer les impôts? C'est-à-dire, c'est quoi les impôts d'abord? Ok. Toi, en qualité d'expert comptable. D'une façon simple. Et tu me demandes de te dire pourquoi Ouais. il y a l'impôt à payer. Yes. Si nous prenons le gouvernement, on dit que c'est l'exercice du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ou bien, Exact. alors, s'il faut préparer dans une famille, il faut qu'il y ait de quoi à préparer. Donc, le gouvernement étant désigné doit fonctionner. Mais ceux qui sont retenus comme gestionnaires du pouvoir au nom du peuple, comment vont-ils avoir des ressources pour mettre en application la vision de tout un gouvernement? C'est ça. Donc, il faut que ce gouvernement obtienne une autorisation. Et pour l'obtenir, il faut exprimer le besoin. Nous voulons faire une route, nous voulons créer une école ici, nous voulons créer un dispensaire ici. Et ils le mettent dans une logique de budget de l'État. Ouais. Quand ils ont le budget de l'État, il faut le financer. Les citoyens qui viendront construire, quand ils sont en train de construire l'école, d'autres vont au champ, d'autres vont ici. Donc on ne peut pas dire, ceux qui ont construit l'école, à la fin, dire que bon, merci, vous êtes les citoyens. Il faut les payer. Ouais. Donc il faut la ressource financière. Donc voilà pourquoi l'impôt, c'est comme une cotisation de tout citoyen dans la cagnotte de l'État pour permettre aux détenteurs du pouvoir exécutif, le gouvernement, de réaliser la vision pour laquelle les citoyens sont réunis pour leur autoriser d'agir en leur nom. Oh. Donc bon, voilà le pourquoi l'impôt est là. Donc c'est financer la chose publique. Ok, ok, d'accord. Très bien, très bien. Alors, en vérité, ceci aussi m'amène à te poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens, c'est-à-dire quand on parle de business, pourquoi est-ce que les gens, notamment aux États-Unis, parce qu'il faut le dire comme ça, là on parle d'abord, parce qu'on est dans la diaspora, qu'est-ce qui fait que les gens ont peur d'ouvrir des business? Parce que la plupart du temps, les gens disent directement, non, je n'ai pas envie de payer trop de taxes, moi je n'ai pas envie de payer trop de taxes, voilà pourquoi je n'ouvre pas un business. D'après toi, quelle est ta lecture de cette peur-là que les gens ont en fait? Moi, ma lecture de la chose, c'est que c'est l'absence de connaissance. C'est ça. Si les Walmart continuent par travailler dans le pays où il faut payer la taxe, à plus forte raison, le plus petit. Si payer beaucoup de taxes était une menace de vie, ceux-là n'allaient pas le faire. Vous comprenez? Donc c'est le manque d'informations nécessaires qui fait que les candidatons sont les radios cancans sont les plus écoutés et les gens pensent que oui, je paie la taxe, je paie la taxe. Pour la diaspora, c'est ça. Sinon, si tu as travaillé en Afrique, dans nos pays, tu trouveras que le système américain est modéré à un niveau donné. La plupart des small business owners, quand ils viennent faire leurs taxes, quand on dit qu'ils doivent payer, ils pensent qu'ils payent la taxe, l'impôt. Ce n'est pas l'impôt qu'ils payent. La majeure partie de ceux-là sont en train de constituer la sécurité sociale que nous avons au pays. Oh. Puisqu'ils n'ont pas une autre source. Donc, tout État doit se soucier du bien-être des citoyens. Aujourd'hui, je suis jeune. Je peux travailler et me nourrir. Maintenant, le jour que je ne suis plus capable de le faire, Quelqu'un d'autre. s'il n'y a rien pour que je mange,
comment je vais vivre? Mon bien-être est compromis. Voilà pourquoi il y a la loi sociale qui oblige que chacun contribue pour son futur, le social security. Quand on travaille, sur chaque franc que tu fais, tu dois payer 6,2% de social security pour ta retraite. D'accord? Ouais. Et tu dois aussi payer 1,45 pour l'assurance maladie vieillesse. Ça, ce n'est pas les taxes. C'est une économie pour demain. C'est comme on fait une retraite complémentaire, mais celle-ci, elle est forcée parce que l'État est là pour s'assurer que quelqu'un ne prend à dessein le risque de devenir la charge sociale demain. Ouais. Donc, au moment où tu es solide, tu travailles, tu dois payer ça. Donc, quand tu es pour ton propre compte, au lieu de payer 6,2% de Social Security, tu vas payer le double. Parce que celui qui est en train de travailler pour quelqu'un, lui, il paie la moitié et l'employeur paie la moitié. Ah, ok, ok. Pour voir, au Togo, par exemple, s'il fallait fuir ça là, le Togo que je connais, mais on n'allait même pas ouvrir les entreprises. Parce que là-bas, la charge sociale, c'est plus de 17,2% que l'employeur paye. Wow. Comparé à 6,2%. Yeah. Ça veut dire que, et pour l'employé, et pour l'employeur, ce n'est même pas à la hauteur de ce que l'employeur paie seulement au Togo. Et c'est pratiquement dans la même chose dans les pays francophones. Ouais. Donc, c'est un manque. Et au-delà de ça, les gens ne savent pas que c'est un milieu où les business ont plus à dire que les individus. Moi, plutôt, je conseille aux gens que, au lieu d'aller travailler pour quelqu'un là, ouvre ta société. Wow. Un exemple simple. Moi, je conduis ma voiture. Toi, tu conduis ta voiture. Je me rends à mon bureau, tu te rends à ton lieu de travail. Le carburant que moi je consomme est déductible de mes revenus. Le tien n'est pas. Wow. Yeah. Si je n'ai pas de bureau, une partie de ma maison, en proportion que je l'utilise pour le business, est déductible. Ce n'est pas le cas pour toi. Yeah. Yeah. Donc, moi, je peux affecter les charges de garage à mon business. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Ouais. C'est moi qui suis dans le véhicule. Je me suis fait déplacer, tu t'es fait déplacer. Tu vois un exemple. Ouais. Donc, pour nous, la plupart, on ne veut pas faire les choses telles que ça se doit. Vous allez voir que quand la femme tombe enceinte, elle va aux consultations pour s'assurer les bonnes chances de vie, de survie de son enfant à la naissance. Exactement le business. Il faut d'abord s'approcher de quelqu'un qui connaît pour lui exprimer ton idée. Ce n'est pas parce que tu penses que tu vas vendre les beignets que c'est un projet viable. Ça, c'est un. Il faut vérifier que ce soit viable. Alors, si tu es intelligent, et nous, souvent, les Africains, nous aimons faire l'économie bête. On peut dépenser 1000 francs pour économiser 100 francs. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Au lieu d'aller payer quelqu'un 100 francs pour faire une étude et voir est-ce que ton idée va fonctionner ou pas, on préfère investir 1000 francs et se rendre compte que non, il n'y avait pas de débouché. Donc, on inverse les choses, on n'a pas d'information, on ne cherche pas à payer l'information. Exact. Donc, quand ton idée est vérifiée qu'elle est fiable, quelle forme d'organisation il faut prendre pour tirer profit quand tu vas te constituer en entreprise? Il faut trouver quelqu'un pour t'aider. Il faut payer son temps. C'est ça. Donc, si tu as 1000 $ que tu veux investir, moi, mon conseil, c'est de voir si tu ne peux pas dégager d'abord 200 $ au moins ou 300 $ pour voir est-ce que l'idée est viable. Si elle n'est pas viable, tu n'auras perdu que 300. C'est ça. Plutôt que de se dire non, sous passion que oui, non, ça marche, ça va marcher. Sur quelle base ça va marcher? Donc, en fait, techniquement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que même avant de lancer, peu importe le projet qu'on veut lancer à la base, c'est toujours pertinent d'avoir d'abord les conseils d'un comptable afin de faire cette étude de faisabilité. Exactement. Pour voir Exactement. si
si le projet va marcher ou pas. Ouais. Tu vois un peu. Ouais, effectivement. Tu vas voir que pour nous, en Afrique, quand on a business plan, on pense que le business plan c'est fait pour chercher le financement directement. Yeah. Alors que quand je fais le business, je rédige le business plan pour toi, ça me permet de te dépassionner. Enlever la passion de la réalité. Yes. Quand tu fais une idée, tu es passionné, c'est comme ça va aller. C'est comme ton bébé en fait. Exactement. Donc s'il n'y a personne pour te poser des questions, pour que tu vois d'autres façons de comment ton idée est conçue, tu vas droit au but, au mur plutôt. Donc le business plan, c'est une façon que tu expliques ton idée et l'étude de marché que tu as faite. En le faisant, moi je te pose des questions. Et certaines de mes questions vont te ramener à revoir ta posture. Ah, je risque de me tromper, je me trompais. Voilà. Tu sais, en fait, en vérité, la manière dont... En fait, là, quelque part, tu me permets de revoir un peu l'importance du business plan. Parce que j'avais jamais compris ça comme ça, tu vois un peu. Et effectivement, c'est tellement vrai parce que souvent, nous, on pense seulement que le business plan, c'est tout ce qui va être dit dans le papier, montré. Mais alors que, comme tu le dis si bien, c'est-à-dire, en fait, le business plan, quelque part, ça te permet d'être réaliste sur ton projet. Exactement. Ouais, effectivement, c'est vrai. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que, en vérité, si quelqu'un, tout de suite, quand il va regarder notre émission aujourd'hui, et qu'il dit que, par exemple, il veut faire la transition de passer de salarié à entrepreneur, toi qui es expert comptable, dans quel domaine ou encore peut-être, si tu devais lui donner un conseil par rapport à ça, tu penses qu'il peut commencer par quoi en fait? Ok. D'abord, quand tu veux t'installer pour toi-même, il y a un besoin financier que tu dois immédiatement identifier. Mais en ma qualité d'expert comptable, je ne m'impose pas. C'est-à-dire, je ne peux pas te définir que c'est ce secteur d'activité qui va te convenir. D'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, tu dois me dire ce que tu aimes. Voilà. Et sur cette base, j'utilise mes connaissances et mon expérience pour voir est-ce que ce que tu aimes là, les gens vont l'aimer. Tu comprends, non? Ça, c'est ça. Ça, c'est du point de vue de la prise de décision concernant l'idée elle-même. Maintenant, pour démarrer une activité, je ne peux pas te conseiller de démissionner brusquement. Ah, ça, parce que les gens font souvent les choses par émotion. Hein. Ou bien tu regardes ton compte banque, tu dis que tu as beaucoup d'argent là-bas. Mais non, il est plus facile de dilapider l'argent qu'on a que celui qu'on reçoit progressivement un peu. D'accord? Donc, un exemple que moi je donne, j'avais une connaissance qui avait gagné la loterie Visa. Ils ont gagné la loterie Visa, ils devraient recevoir 2 millions. Mais les 2 millions, on devrait le payer 100 000 par an pendant 22 ans. Donc, ils devraient recevoir 2 200 000 $. Ah, il a gagné 2 millions à la loterie. Oui, ils ont gagné 8. Et les impôts ont pris la moitié. Ils étaient 2. Donc, on les a partagés, les 4 qui restent. Et je l'appelle, je lui dis, hey, mon frère, ce que moi je pense, pour toi, c'est de juste créer quelque chose qui va te pérenniser l'argent. Mais il m'a dit oui, il n'a pas suivi. Aujourd'hui, il est plus pauvre que d'autres. Il a payé tout l'argent? Oui, en temps, il a décidé de vendre les annuités pour recevoir l'argent aujourd'hui. My God. Voilà, il pensait que quand il vend les annuités, au lieu d'attendre les 22 ans pour prendre... Les annuités, c'est quoi? Est-ce que tu peux un peu expliquer? On te paye par an, les 100 000 là. Chaque année, on le donne ça. C'est l'annuité, ça. C'est une somme qu'on te donne par année. Ah, c'est-à-dire la société décide de te payer, pas directement du coup, mais chaque année, on te donne 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $. C'était ça. Quand ils ont gagné, on leur donne, on leur paye 100 000 $, 100 000 $ sur 22 ans. Ce qui fait 2 200 000 $. Donc, un intérêt de 200 000 $. Et je lui disais, garde ça. Donc, comme tu es un Africain, tu as déjà la nationalité. Quand on te donne 100 $, si tu convertis, ça fait 100 000 $ au taux de 500 $, 500 francs le dollar, tu avoisines combien? Tu vois? Donc, tu vas en Afrique. Moi, si je suis toi, je vais en Afrique, je m'en vais m'acheter un grand domaine. Et je fais bâtir un gros centre hospitalier.
les 2-3 premières années, les annuités, là, je les mets là-bas. Parce que quand tu es en Afrique, tu ne dépenses pas au même taux que tu dépenses ici. Bien sûr. Et donc, quand tu as déjà, les bâtisses sont là, maintenant tu peux venir prendre, hypothéquer les autres là, pour pouvoir avoir les machines et démarrer tes activités. Je t'assure que tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que si tu veux le faire et que tu as des moyens, tu vas le faire. Mais je ne dis pas que c'est parce qu'il n'a pas écouté, mais il a fait d'autres choix, peut-être qui ne sont pas révélés judicieux et que bon, il a fini même par vendre ces annuités-là qui restaient pour prendre l'argent aujourd'hui. Donc, on dit, nous, dans notre langage, le temps vaut l'argent. Yeah, time is money. Time is money. So, le temps vaut l'argent. Ça veut dire que $1 aujourd'hui ne vaut pas $1 demain. Ce que tu peux acheter avec $1 aujourd'hui, demain tu ne peux plus. Parce qu'il y a l'inflation. Voilà, c'est juste pour dire. Waouh. Alors, l'autre chose aussi, c'est que j'ai comme l'impression, déjà, comme on parle des impôts aux États-Unis, j'ai comme l'impression que certaines personnes, quand ils ont des enfants, ils se servent des enfants pour pouvoir un peu... Parce que tu vois souvent, je suis sûr que peut-être tu es confronté à ça, là où du genre, l'homme et la femme se discutent peut-être la garde de l'enfant. Oh, yeah. Et il y a aussi ce côté-là où souvent on se dit que... Qui va, parce qu'aux États-Unis, on paye les taxes. C'est-à-dire on reçoit les taxes à la fin de l'année. Voilà, les crédits. Mais, c'est-à-dire... Souvent, il y a cette guéguerre-là entre les parents, souvent à la fin de l'année, notamment les parents qui sont séparés. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu ce phénomène que toi, tu rencontres souvent dans tes locaux, en fait? Ah, Warren, ça c'est épidémie. Ce phénomène est épidémique, surtout pour la diaspora. L'idée que j'ai pour nous, la diaspora, c'est comme faire ces taxes ou bien faire une déclaration d'impôt, c'est attendre quelque chose. Ce n'est pas accomplir le devoir civique. Ce n'en est pas. Mais ce qui est marrant, nous qui sommes ici de la diaspora, aucun d'entre nous ne revient dans un pays où ton État t'autorise même de redemander ce que tu leur as payé de surplus. Au Togo, si tu payes plus d'impôts, tu sais ce qu'on peut te donner, c'est le crédit pour les années à venir. Donc, nous avons vu, j'ai vu pas mal de choses où la femme qui s'énerve contre l'homme, tu vas voir que l'homme se débrouille en tant qu'Africain, il veut garder sa femme, il travaille, il fait 80 000, 100 000, tout ça là. Mais à la fin de l'année, quand ils font les taxes, ils vont recevoir comme $1000. La femme va comparer les 10 000 que sa camarade lui a dit qu'ils ont eu, aux 100 000 là, il préférait les 10 000. Alors que le mari a déjà travaillé toute l'année pour faire $100 000. Ouais. Mais parce qu'on a juste eu à la fin de l'année $1000, ça cause un problème dans le foyer. Voilà. Donc, tu sais pourquoi? C'est parce que nous nous identifions à la gratuité. On pense que c'est l'argent gratuit et que nous, on n'en a pas. Ce qui fait qu'on cause de ces problèmes. Même nos gouvernants, quand ils font leur budget, ils se tournent vers d'autres pour demander qu'on les appuie financièrement. Oui, bien sûr. C'est la programmation. Voilà. Oui. Donc quand tu demandes qu'on t'aide, cela est resté à nous. Mais c'est le temps qui n'existe pas. S'il y avait le temps, j'allais faire un lien pour que les gens voient ce que c'est que l'aide. Oui, vas-y. Le système d'aide qu'on nous impose au pays, nous avons vu les systèmes PPTE, pays pauvres, très endettés. Quand on veut vous faire rentrer dans le programme là, on vous demande de remplir les conditions. Donc, nos dirigeants se bousculent pour faire parler les données statistiques qui leur déclarent très pauvres pour accéder à l'aide. L'aide, c'est quoi? L'annulation de la dette. Ne sachant pas que le G7, le G20 voudra utiliser cette déclaration contre nous. Mais monsieur, tu es pauvre. Les riches vont se mettre à table. Tu cherches quoi là-bas? Et c'est le même système qui est mis ici. Tu vas voir que ici, les impôts frappent les travailleurs du qu'on appelle middle class. À partir de... laisse le politicien, à partir de 45 000 en allant là, les gens commencent à souffrir.
La dernière fois, j'ai une de mes soeurs, je souffre pour elle. Elle fait 265 000. Wow. Elle doit payer presque 40 000 d'impôts. Oh! C'est pour la décourager. C'est fait sciemment. C'est-à-dire, on veut la décourager, maintenant à faire moins. Elle fait beaucoup elle travaille beaucoup. My God. Tu comprends? C'est quelque chose comme ça. Là, tu vas diminuer et redevenir pauvre. Un petit exemple. Quand tu es en Amérique, tu as une maison, tu vis dedans 2 ans, que tu revends, quel que soit le bénéfice que tu réalises, il n'y a pas de taxation sur ça. Mais pour acheter une maison, il faut s'adresser à un banquier. Quand tu t'adresses au banquier, il regarde quels sont tes revenus, combien tu fais l'année, est-ce que tu peux lui payer? D'accord? Si tu cours derrière les 10 000 de tax refund là, tu ne vas pas faire plus de 20 000, plus de 30 000. C'est ça. Donc ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour gagner les économies d'impôts que ceux qui ont des maisons gagnent. Wow. Et là-bas, une maison, en moyenne, tu peux la revendre et réaliser 20 000 en 2 ans de capital gain, la plus-value dans certaines choses. Donc, nous, on s'identifie à ça. On veut minimiser nos revenus, tout ça là. Mais j'ai vu des fois les gens venir, ils veulent que non, j'ai fait perte. D'accord? Ils te donnent trop de dépenses. Tu leur poses la question, mais comment tu vis chaque année? Toi, tu fais un business, tu fais les parts. Ici, 3 ans, quand tu fais ça comme ça, le business est déclassé. On le dit que tu le fais pour le plaisir. Fiscalement, c'est comme ça. Ouais. Donc, quand il dit ça, après tout, il prend ce même document-là. Il s'en va voir le banquier parce qu'il a conduit le Titan, il a fait 200 000. Il dit que oui, lui, il fait 200 000. Le banquier regarde tes dépenses, dépasse 200 000. Sur quelle base je te fais le prêt? Wow. Et on se plaint également. Donc, nous n'avons peut-être, j'espère qu'on aura le temps de passer aux autres émissions pour que je puisse déclarer, dire, mettre le lien de façon simple pour que les gens voient en principe qu'est-ce qui se joue. Ouais. Qu'est-ce qui se joue? Exactement. On aura le temps, Alors, comme je te disais, je te parlais du fait que à un moment donné, si effectivement on voit un peu beaucoup de familles parfois et c'est malheureusement surtout les familles africaines qui se déchirent en ce qui concerne ces histoires de taxes là. Maintenant la question que je voulais te poser c'était celle de savoir, par exemple, si tu as un nombre d'enfants, comment est-ce qu'on peut calculer, on peut calculer la taxation au niveau des taxes, c'est-à-dire j'aurai combien à la fin de l'année? Est-ce qu'il y a un nombre bien spécifique ou bien c'est tout un autre mécanisme? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Très bien. C'est une très belle question. Je rencontre souvent ce genre de choses. Normalement, quand tu es en train tu as des enfants, il y a certains crédits qui sont donnés et qui répondent à des objectifs spécifiques. C'est défini pour lutter contre la pauvreté. Donc, il y a un crédit qu'on appelle un income credit. Ça veut dire que le niveau du revenu que tu gagnes te qualifie pour avoir ce crédit. Encore faudra-t-il que tu aies un enfant ou bien des enfants à charge. Maintenant, pour calculer ce crédit, il faut partir de combien tu as fait au boulot. Ce qui veut dire, techniquement parlant, si tu as 0 revenu, tu n'es pas qualifié. Tu peux beau avoir des enfants plein la maison, tu n'es pas qualifié pour ça. Si tu fais au-delà de 50 000 en allant, tu n'es plus aussi qualifié. Sauf que si vous êtes marié, et selon que vous gagnez moins, le crédit là est moins. Selon que vous gagnez plus, le crédit là est soit égal à 0 ou à petit. Maintenant, il se situe où? Entre 15 000 et 28 000. Le maximum du crédit. Donc si tu as 15 enfants, on va utiliser que 3 enfants pour calculer ce crédit. Avec ton revenu. Et donc, quand le politicien se met devant une caméra, il dit que 3 000, un income credit, 3 000 par enfant. Celui qui a 7 enfants s'attend à un income credit, à ce type de crédit qui fait 3 fois 7. Il ne lui dira pas que c'est au maximum 3 enfants. Lui, il veut qu'on nous vote. Maintenant, nous, ça nous revient un problème, c'est une charge pédagogique
que de faire comprendre à la personne que, bien sûr, tu as beaucoup d'enfants, mais il faut aussi tenir compte de ton revenu. Ça, c'est un crédit qui est donné aux familles qui ont des enfants et un revenu très bas pour qu'ils aient de l'argent, aller sur le marché, faire commander, acheter les choses pour que la demande augmente et que la production augmente et soutiennent l'économie. Oh, ok. D'accord. Donc, sans demande, il n'y a pas la production. Donc, c'est destiné à cette catégorie de familles très pauvres, avec des revenus faibles et qui ont l'achat des enfants. Donc, ce produit, ça fait 6 000 et quelques, hein, pas plus de 6 500, le maximum pour les 3 enfants. Et il y a un autre qu'ils appellent Child Tax Credit. Yes. Donc, à l'opposé de ce qui se passe au Canada, où c'est une allocation, ici ce n'est pas encore une allocation également. Une allocation, ça, tu l'obtiens par le fait que tu as l'enfant. Mais pour le Child Tax Credit américain, tu l'obtiens par le fait que tu remplis 2 conditions. Si je ne veux pas aller loin. Ton revenu n'est pas zéro et n'est pas au-delà de la limite. C'est-à-dire que tu dois être au milieu en fait. Tu es au milieu. Et donc, si tu n'as pas de revenu, tu n'es pas qualifié pour ça aussi. Seule l'année passée, en 2022 et en 2021 plutôt, qu'on avait eu les 3 000 là, c'était une allocation. Si tu n'as pas de revenu, tu pouvais déclarer les impôts et prendre ça. Mais maintenant, tu ne peux pas cette année. Donc, ça aussi, c'est limité à 7 enfants. Donc, le fait que ça tienne compte de ton revenu, de ton statut, du nombre des enfants, il peut arriver que tu aies des enfants, ton revenu te limite à 2 000 au lieu de 14 000, comme tu as 7 enfants. Ou bien ça te donne 14 000 et l'autre est 0. Donc, le client lambda pour moi n'a pas cette connaissance. Ça fait que les gens arrivent, ils se disent, mais on a dit que chaque enfant a 2 000. Ça, terre à terre, ça veut dire que tu ne dois rien. Tu vois? Or, quand tu es en train de travailler, tu es un père de famille, vous êtes en couple, qu'est-ce que le gouvernement dit? Si vous faites 25 900 $, vous ne devez pas payer d'impôts au niveau fédéral. Ça veut dire que ce revenu-là est exclu. Il n'est pas taxable. Du point de vue fédéral, vous êtes très pauvre pour qu'on vous taxe. C'est le minimum qu'il faut. À partir de 29 000, $, les 1 $ vont être taxés en allant. Et quelqu'un arrive avec 7 enfants. Il a fait 40 000. Il n'a rien payé. Alors qu'il devrait commencer à faire les paiements d'impôts à partir de 1 $ de surplus que 25 900. Il n'est pas en train de payer. Mais nous, quand on calcule l'impôt qu'il devrait payer quand il est en train de travailler. Quand on trouve ça, maintenant on regarde sur la base de son revenu, de l'âge de ses enfants, et aussi il faut parler, les enfants de plus de 17 ans et de 16 ans ne vous qualifient pas pour le crédit qu'on appelle Child Tax Credit. D'accord? S'ils sont 17 ans en allant et ils vont à l'école, ils peuvent vous qualifier pour le Earned Income Credit, mais pas le Child Tax Credit. À partir de ce moment, c'est 500 $ qu'on donne. Dependence Credit. Donc, quand la personne, on trouve que sur les 45 000, on soustrait le revenu non taxable, qui est 25 900 $, le reste, on va calculer et déterminer la taxe qu'il aurait dû payer quand il était en train de travailler. L'impôt sur le revenu. Et maintenant, on regarde ses créances, ses crédits plutôt. 2 000 par enfant. Est-ce qu'avec 45 000, ça peut permettre qu'il obtienne 2 000 sur les 7 enfants? Si oui, ça fait, il a un crédit de 14 000. Et de ce crédit de 14 000, il faut déduire ce qu'il aurait dû payer quand il travaillait, qu'il n'a pas payé. Tu vois? Donc, quand tu fais ce calcul, l'homme te dit, mais et le crédit des enfants? Tout comme si, quand tu as des enfants,
tu ne dois plus travailler payer. Ouais. Parce que c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire, les gens, eux, ils attendent seulement la partie là en fait. C'est-à-dire, ok, mes enfants vont donner combien? Voilà. Alors qu'au Canada, par exemple, si tu as 2 enfants, 3 enfants, on dit allocation familiale, par enfant, tu reçois 300. Bon, on t'envoie 300 par enfant. Ouais. Personne ne regarde si tu gagnes 500, 600. Ouais. Voilà. Ici, on regarde l'argent que tu gagnes. Wow. Donc, c'est la conception française, la conception occidentale et européenne de l'allocation familiale ou bien de crédit que nous avons amené ici. Ah, ok. Maintenant, juste pour finir, là on est en train de sortir progressivement de l'émission. Alors, il y a 2 dernières questions. Alors, la première, c'est celle de savoir, ok, on a l'impression, enfin, c'est même pas une impression, mais on réalise que, qu'est-ce qui justifie le fait que les riches payent moins d'impôts par rapport aux personnes qui sont de la classe moyenne ou les pauvres aux États-Unis? C'est-à-dire, qu'est-ce que les riches ont compris que les pauvres ne comprennent pas encore? Il y a pas mal de mécanismes. Ok. D'abord, le riche, quand il a l'argent, il peut me commettre pour penser pour lui. Oh. D'accord. Tu n'es pas en train de voir quelqu'un qui arrive, il veut me payer $100 et je consacre toute une journée, une semaine en train de chercher c'est quoi les avantages fiscaux qu'il peut avoir. Fiscaux plutôt qu'il peut avoir. Donc nous, on n'est pas souvent orienté vers ça. Quand la personne vient, elle veut le service, elle ne veut pas payer. Ouais. Je te donne un exemple. Work Opportunity Credit. C'est quoi? C'est un crédit qu'on reconnaît aux entrepreneurs, aux entreprises. Et pourquoi? Ils ont embauché quelqu'un qui relève d'une classe sociale. Les vétérans, ceux qui reviennent de les retraités de choses-là, les gens qui étaient sous le food stamp, les handicapés. C'est pour ça que quand tu vas à Walmart, tu vas voir des gens qui normalement, si c'est en Afrique, vont être au bord de la route en train de quémander. Ils sont en train de travailler. Walmart ne les recrute pas parce que Walmart devait être gentil. Il y a les crédits, d'énormes crédits d'impôt derrière. Donc, quand tu les recrutes, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on te recrute, on te donne un nombre de papiers comme ça à remplir. Dedans même, on te demande si tu avais reçu food stamp. Oui, voilà. je m'appelle. Donc, une fois que tu dis que tu as reçu food stamp, si tu travailles avec moi, je suis son comptable, je sais que tu me payes comme ce doit, je récupère l'information, je remplis et j'obtiens les certificats de crédit d'impôt pour ces agents-là que tu as employés. Ce qui veut dire que Trump a souvent recruté une certaine catégorie de personnes. Bien spécifique. Il recrutait parce qu'il voit que ça lui donne les avantages fiscaux. On dit aujourd'hui que Amazon ne paie pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand on prend ce que Amazon paie, on divise par ses revenus, la proportion est très faible. Mais en valeur, c'est toujours grand. En proportion, c'est petit. Parce qu'il y a les crédits tels que recherche et développement. Donc, tous ces crédits, il faut un savant, un sachant, pour pouvoir remplir avant le jour de déclaration d'impôt. Donc, il y a certaines choses à faire pour avoir l'autorisation. Il y a le crédit pour l'énergie. Tu vois? Tu vas acheter un groupe électrogène qui consomme le carburant. L'autre achète un groupe électrogène qui ne consomme pas le carburant. On dit que c'est énergie efficient, lui là le crédit. Mais pour prendre ce crédit, il y a des conditions à remplir. Donc, tout ça là, nous ignorons. C'est ça. Tu vois? Mon propre exemple que je vais te donner. Une de nos sœurs, je l'ai poussée, jusqu'à ce qu'elle s'est installée. L'année dernière, quand elle finit, elle m'envoie les boîtes comme ça, de reçus, tout ça là. Je compile tout et je fais ses taxes. Et la dernière fois, la taxe, la valeur, la facture était 2000 et quelques dollars. J'étais en Afrique, elle n'a pas payé. Elle m'a envoyé une lettre pour me dire que oui, c'est plus cher et c'est plus que ce qu'elle autre paye par mois sur sa maison. Tu vois le niveau de choses. Wow. Yes. Et bon, cette année, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, tu fais mon boulot. C'est tout. Tu m'amènes tes choses. Elle a envoyé. Elle va pleurer. Elle va pleurer parce que je ne fais pas quelque chose de méchant. Chez nous, en Bassar, on dit que si tu ne veux pas que les vieilles à la maison mangent
la viande du bœuf, de la buffle que tu as tué, c'est que sa chair va pourrir dans la brousse. Parce que tu veux cacher. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Il y a les crédits, il y a pas mal de choses, des opportunités qui sont là. Mais il faut aussi que tu décides de payer. L'information est payante. Bien sûr, bien sûr. L'écolage est très cher. Donc, celui qui a payé l'écolage très cher doit récupérer son argent dans les études en travaillant. Donc, voilà à peu près. Sinon, il y a pas mal de choses. Des zones. Si tu, au lieu d'ouvrir une boutique, tu vas regarder une zone déclarée zone de promotion économique, tu t'en vas t'installer là-bas. On va te diminuer les impôts. Wow. Tu vois? Donc, si tu ouvres ta boutique dans un milieu où les gens sont riches, où les gens sont dans le nord, au Maha, où on veut promouvoir le développement là-bas, là-bas, il y a les crédits d'impôt. Wow. Tu vois? Qui ne sont pas petits. Donc, voilà comment le riche fait pour évader. Au-delà de ça, vous allez voir que les Warren Buffett, tout ça là, ils ont des fondations et consorts là. Ils mettent l'argent là-bas. Mais si toi, tu vas voyager pour aller en Afrique, il faut que ton employeur te paye, tu enlèves dedans pour voyager aller en Afrique. Ou bien. Bien sûr. Donc, lui, quand il vend ses logiciels, il fait donation à sa fondation. Sa fondation n'est pas taxable. Donc, l'argent qu'il a pris de ses revenus pour donner, c'est déductible. Il a fait œuvre sociale. C'est lui l'exécutif là-bas. Il va voyager par le jet de sa fondation. Il va se loger en payant. Donc, il a déguisé la gestion de son argent autrement que toi et moi, nous ne pouvons pas. Il ne gagne pas par W2. Il ne gagne pas par W2. Et aussi, il y a la valeur ajoutée à long terme, la plus-value de long terme. Elle est la moins taxée. Elle est la moins taxée. Si tu investis, nous les pauvres, là, quand tu investis, 2 semaines, tu vois que ça a pris de la valeur, tu veux vendre, prendre la plus-value. Cette plus-value est considérée comme un revenu ordinaire, taxé au même titre que les revenus que tu gagnes en travaillant. Le riche est patient, il attend 1 an. Juste après 1 an, là, quand il le vend, il y a un montant jusqu'à 100, non, c'est comme c'est 10 000, quelque chose comme ça, qui ne sont pas taxables. Wow. Tu vois? Donc, voilà les mécanismes par lesquels eux ils utilisent, ils s'organisent, ils font la planification. Ok? Le riche peut prendre sa maison, remettre à une organisation et revivre dedans, relouer. Il y a pas mal d'astuces qui sont faisables. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour ne citer que quelques exemples là. Alors, juste pour finir, la dernière question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a un âge spécifique là où on commence à payer les impôts aux États-Unis? Âge spécifique, ça dépend. Si tu es en train de travailler et on te paye, il n'y a pas d'âge. Mais si c'est un revenu indirect, j'appelle revenu indirect, les dividendes, les intérêts. Comment un enfant de 10 ans peut avoir l'argent jusqu'à épargner, faire un dépôt à terme et gagner les intérêts? C'est que c'est son papa qui veut se déguiser, qui veut évader les impôts et a mis l'argent au nom de son enfant. En conséquence, les revenus de l'enfant là, c'est les intérêts, les dividendes là, c'est le papa qui est chargé de déclarer payer des impôts. Tu vois, non? Donc, si ici, il y a une autre malice que les gens font, tu crées une structure, tu peux recruter tes enfants. Quand j'ai donné la mèche à celle qui trouve que ce que moi, je l'ai facturé, c'est plus cher que ce qu'elle paye pour son mortgage, son enfant de moins de 3 ans travaille pour elle. Mais c'est légal? Ouais, j'ai entendu parler de ça, Et c'est légal? Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que tu payes ton enfant. Oui, tu le payes. Tu dis qu'il vient, dans son cas, l'enfant vient s'amuser avec les autres enfants de ses clients. C'est fini. C'est un service rendu. Donc, elle, son enfant est en train de contribuer au Social Security en moins de 2 ans. Et donc, même si elle paye 200 à son enfant chaque mois, ne serait-ce que chaque mois, elle met ça là sur un 401k, ou bien elle met ça sur un compte, ou bien elle achète une assurance vie.
qu'elle paye. À 18 ans, quelle serait la valeur de cela pour son enfant? Toutes ces stratégies, ce sont des stratégies que ceux que nous voyons riches font. Transfert de richesse d'une manière intelligente. Exactement. Wow. Non, mais je reste convaincu que là, on va... Voilà pourquoi je dis que ça, c'est la première partie de cette émission-là, parce que clairement, moi, je reste convaincu que toi, François, tu as beaucoup de savoir dans ce domaine-là. Et clairement, moi, je pense que après cette première interview qu'on aura, on aura d'autres encore, là où quelque part, on va davantage enseigner les gens sur... Enfin, tu vas davantage, c'est toi l'expert, tu vas davantage nous enseigner, nous tous, dans le domaine financier qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, on est en train de sortir comme ça. Quel est ton mot de la fin pour sortir de cette émission-là? Je tiens sincèrement à te remercier pour l'initiative. Comme je le disais dès le début, c'est bon. Et à mes frères et sœurs, que nous changions les mentalités. Ce désir de gratuité qu'on nous donne, c'est un poison. Oui. Cadeau empoisonné. Un cadeau si empoisonné. Voilà. Donc, on pourra revenir sur cet aspect pour que je dise le lien qui existe entre donner le food stamp à quelqu'un et l'avenir de ses enfants, de sa progéniture. Tout le monde peut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'esclavage n'est plus. On t'attrape, on amène. Maintenant, tu payes pour être esclave. Exact. Donc, il faut que nous nous mettons à l'évidence que aujourd'hui, le vent qui souffle plutôt, est en train de nous ouvrir ce qui était caché. Ce qui était fait dans les hommes, nous, maintenant, tout le monde est autorisé à le voir. Et comme dans toute société, il faut un con pour que le plus intelligent reconnaisse la valeur de Dieu. Il faut un voleur pour que le riche reconnaisse la valeur de Dieu. Il faut un ensemble pour que chacun, à son niveau, retrouve la grâce de Dieu à son niveau. Donc nous, les Africains aussi, il y aura certains, les détracteurs, qui ne vont pas vite comprendre. Mais ceux que nous-mêmes, nous reconnaissons, qui comprennent, continuons de promouvoir cette Afrique qui a besoin de se réveiller. Qui a besoin de se réveiller. Sinon, moi, quand j'ai grandi dans la famille de mon père, je n'ai jamais vu un moment de récolte où quelqu'un, un autre parent, vient nous verser les vivres. Mais mon papa a aidé un de ses petits frères, comme ça, jusqu'à ce que, aujourd'hui, le gars, quand on l'aide, il s'assoit. Et je termine ceci par un exemple que mon professeur de l'économie de sous-développement nous avait donné. Il dit, en Afrique, la pauvreté, c'est comme un puits. Et tous les Africains sont dedans. Donc, le seul et unique Africain qui sort du puits, son instinct, c'est quoi? Laisse-moi prendre un petit frère pour que nous soyons deux ici. Plus tard, on pourra prendre deux. Ça va faire 4. Mais la mentalité de l'Africain étant celle qu'elle est, quand tu veux prendre ton petit frère pour sortir, il n'est même pas encore sorti. La tante tient son pied, la grand-mère et tout le monde. Donc, l'équilibre, la loi de la physique, le faisant, ils sont plus lourds et toi, tu retombes dedans. C'est ce dont nous faisons face chaque jour. C'était en deuxième année qu'il nous avait partagé ça. Paix à son âme, le professeur Kodjo. Et donc, je l'ai vécu, je le vois. Parce que nous, tous qui sommes ici, des fois, tu envoies l'argent, tu n'es pas là-bas. Tu veux qu'on construise une belle maison. Pour qu'il puisse s'habiter, il peut manger l'argent là. Si je peux le dire de façon vulgaire, il fait comme de rien n'y était. Voilà ce que je veux dire. Qu'on fasse tout pour que ce trou-là, même s'il existe, nous arrivons à nous extraire l'un après l'autre. Qu'on fasse preuve de patience pour avoir plus de gens au dehors qu'à l'intérieur du trou. Voilà. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup François, ce fut un plaisir, hein. Vraiment ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé. Et on se dit à bientôt pour la suite de nos émissions. Merci beaucoup. Ok, on est ensemble.